Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 21 mars 2025, j'espère que vous allez bien. Pas mal de news pour aujourd'hui, et on commence par parler un petit peu des ETF sur Solana. Ah, les ETF sont enfin là aux États-Unis. Sur Solana, il y en a 2 qui ont été lancés, mais rassurez-vous, ou plutôt calmez vos ardeurs, c'est des ETF futurs, c'est pas des ETF spot qui ont été lancés. Alors, ça peut quand même être perçu comme une bonne nouvelle, je pense, par le marché, parce que le marché crypto a tendance à pricer, à mettre un prix sur les choses à l'avenir, enfin par rapport à ce qui peut se passer à l'avenir, et ces ETF futurs, c'est une bonne étape vers les ETF spot. Bitcoin est passé par là, Ethereum est passé par là, Sol pourrait probablement aussi passer par là. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont anticiper les ETF spot sur Solana, à voir quand ça tombera, mais je me rappelle que sur Ethereum, c'était plutôt baissier après l'arrivée des ETF spot. Pour Bitcoin non, Bitcoin c'était pas le cas, mais pour Ethereum c'était plutôt le cas. Évidemment, je ne sous-entends pas que Ethereum n'a plus de beaux jours devant lui, mais je me rappelle bien que ces ETF spot étaient plutôt baissiers. Ensuite, on a Canary Capital qui dépose un formulaire S1 auprès de la SEC pour lancer un ETF Pengu, voilà, sur le même coin de Pudgy Penguins. Bon, pour moi, dans aucun monde c'est accepté ce genre de choses, mais ils essayent quand même. Canary Capital, c'est un petit peu les demandeurs d'ETF fous. Ils en demandent pour tout le monde, pour toutes les cryptos qui passent sous leur radar, j'ai l'impression. C'est assez fou. On a Metaplanet, donc le micro-stratégie japonais, comme j'aime l'appeler, qui nomme Eric Trump comme conseiller stratégique pour aider l'adoption du Bitcoin. Pas grand chose de plus à ajouter à cette news, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il se rapproche un petit peu des États-Unis, j'ai l'impression, et on enchaîne directement avec les mauvaises nouvelles du jour. J'avais pas beaucoup de news mainstream, on commence les mauvaises nouvelles du coup par TradingView, une version craquée de TradingView Premium se répand pour vider votre wallet crypto, soyez prudents, si jamais vous êtes adepte du craquage de logiciels, si vous aimez mettre la main sur des choses sans vouloir payer ces choses, oulala, c'est balle, je plaisante évidemment, je suis pas là pour vous blâmer, j'ai déjà regardé des séries sans prendre d'abonnement à Netflix par exemple, j'ai déjà craqué des logiciels, des jeux vidéo, bon, je m'en vante pas non plus, je suis pas forcément fier de ça, mais je suis conscient qu'il y ait des gens qui aient pas spécialement envie de dépenser de l'argent pour accéder à certains outils ou quoi que ce soit, mais ça me permet de vous faire un petit rappel de sécurité. Admettons que vous vouliez craquer, je sais pas, un jeu qui vient de sortir ou un logiciel dont vous avez besoin. Je suis personne pour vous dire de le faire ou de ne pas le faire. En tout cas, si vous avez des portefeuilles crypto, si vous utilisez la DeFi ou quoi que ce soit, c'est quand même une bonne idée de ne pas utiliser le même appareil, donc le même ordinateur par exemple, pour utiliser la DeFi et pour craquer des logiciels. Parce qu'évidemment, en craquant des logiciels, parfois on peut tomber sur des malwares, sur des virus. Ce serait quand même dommage que ce soit un virus qui s'attaque à votre wallet crypto et qui puisse drainer votre wallet. Alors, ça n'arriverait pas, techniquement, ce genre d'attaque avec un ledger, avec un portefeuille physique, puisque le malware ne serait installé dans votre PC et pas dans votre ledger. Donc, vous serez à l'abri par rapport à ça. Bon, dans ce cas-là, si j'utilise un ledger, si j'utilise un portefeuille physique, je peux utiliser le même PC pour faire mes carabistouilles sur la DeFi et pour craquer mes logiciels. Bon là, théoriquement oui, mais dans le doute, vaut mieux quand même éviter, c'est toujours préférable de rajouter une sécurité en plus et du coup de séparer, de dissocier les activités un petit peu risquées, on va dire, et les activités crypto. Mais évidemment, vous faites ce que vous voulez. Voilà, j'ai voulu profiter de cette news pour faire un petit rappel de sécurité. Tiens, un retour autour de l'attaque sandwich qu'il y a eu récemment sur des stablecoins. Il y a plusieurs utilisateurs qui ont échangé des grosses quantités d'USDC contre des toutes petites quantités d'USDT et a priori, ce serait une des manigances, une des astuces, on pourrait dire même, du groupe Lazarus pour blanchir des fonds. Alors je vais pas m'attarder sur le cheminement, si ça vous intéresse vous pouvez faire pause. C'est assez fou, je pensais même pas que c'était possible de blanchir de l'argent de cette manière-là. Faut quand même être assez sûr de soi parce que s'il s'était fait front run, si un bot d'arbitrage avait vu ça avant eux, et ils auraient perdu les sous. Après, vu la somme qu'ils avaient dérobée à Bybit, plus d'1 milliard de dollars, je pense qu'ils sont prêts à risquer 90 000, 200 000 dollars par-ci par-là, évidemment. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur le hack de Bybit, sur comment la Corée du Nord a fait, etc., il y a une vidéo de Cryptomash qui en parle. Si j'oublie pas, je vous mettrai le lien dans la description, sinon, voilà. Je pense que vous êtes assez grand pour chercher la chaîne de Cryptomash. Vous aurez peut-être la flemme de le faire, mais la vidéo est sympathique. Je vous encourage à aller la voir si ce n'est pas déjà fait.
Ah, un autre petit rappel, allez, c'est la journée des rappels autour de cette fois-ci l'empoisonnement d'adresse ou l'adresse poisoning en anglais. Ah, c'est un peu plus classe je trouve en anglais. Ah, désolé ceux qui aiment pas les anglicismes. Bref, qu'est-ce que c'est que l'empoisonnement d'adresse? C'est des adresses, du coup des hackers, des vilains qui vont vous envoyer des toutes petites quantités de crypto infimes, parfois c'est même des fausses cryptos entre guillemets, des cryptos qui n'ont pas de valeur. Mais pourquoi du coup ces adresses font ça? Eh bien c'est pour essayer de vous piéger, parce que ils vont essayer de générer plein d'adresses jusqu'à en avoir une qui va ressembler à une adresse avec laquelle vous avez interagi. Typiquement une adresse de dépôt sur un exchange, ils vont essayer de générer une adresse qui va ressembler, qui va avoir les mêmes caractères au début et à la fin, mais si vous regardez l'adresse en entier, bah évidemment c'est pas la même adresse. Au milieu, ça ne colle pas. Et en ce moment, les comptes d'alerte que je suis mentionnent que ça augmente ce type d'attaque. Donc faites attention. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on avait pour les mauvaises nouvelles du jour. Vous voyez, c'est pas si grave. C'était surtout des rappels. On enchaîne avec les levées de fonds et les investisseurs. Ils étaient au taquet ces derniers jours. Vous allez voir, c'est complètement fou. Alors, on a tout d'abord CrossMint, une plateforme d'API tout en un. Bon, ça va être pour les développeurs. Ils ont levé 24 millions de dollars. Ensuite, on a Opinions Labs qui a levé 5 millions de dollars. C'est un marché de prédiction décentralisé, hein, donc typiquement un polymarket. Je vois qu'en plus, on a Binance Labs dans les investisseurs. On a Uranium Digital. Il me semble que j'en ai déjà parlé. Il me semble qu'ils ont déjà levé des fonds. Comme son nom l'indique, c'est une plateforme de trading sur de l'uranium tokenisé. Toujours autour du trading, on a une plateforme de trading décentralisée qui a levé 5 millions de dollars, c'est Ibashi. Ça me dit rien du tout pour ma part, hein. Pour les farmers d'airdrop, peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. On a une plateforme d'immobilier tokenisé qui s'appelle Manifest qui a levé aussi 2,5 millions de dollars. Quoi d'autre? Un casino crypto en ligne qui a levé quasiment 8 millions de dollars, c'est Yeet. Et là, on commence à rentrer dans le cadre institutionnel. Je peux pas faire plus clair avec ce projet-là. Utila, la description sur Crypto Fundraising, c'est une plateforme institutionnelle de crypto. Donc ils ont levé 18 millions de dollars. On n'est pas sur une levée de fou furieux, mais là il m'en reste 4 de levées de fonds et c'est que des énormes levées de fonds. Je sais pas ce qui s'est passé ces derniers jours. On a tout d'abord Ton qui a levé 400 millions de dollars. Alors dit comme ça peut être sympathique, mais si je vous le dis autrement, c'est peut-être un peu moins sexy. Ton a vendu pour 400 millions de dollars de tokens, parce que évidemment la fondation détient beaucoup de tokens et ils vont pas les vendre directement sur le marché, ils vont trouver des investisseurs qui vont reprendre leurs tokens. En général, hein, ça va se faire, enfin c'est même pas en général, ça va se faire à un prix avantageux pour les investisseurs, ils vont pas l'acheter au prix du marché, surtout quand c'est des volumes comme ça, hein, 400 millions de dollars d'un coup, c'est pas mal. Alors c'est pas juste un investisseur, c'est plusieurs investisseurs qui en ont acheté pour 400 millions au total, mais voilà, Ton qui a organisé une vente de tokens pour 400 millions de dollars, on peut considérer ça comme une levée de fonds évidemment. Ensuite, on a MoonPay qui a ouvert une ligne de crédit chez Galaxy pour 200 millions de dollars. Donc ça aussi, ça tombe dans les levées de fonds. Est-ce qu'on peut le considérer comme une levée de fonds? Je sais pas trop. Ensuite, on a Walrus qui a levé 140 millions de dollars. C'est un protocole, il me semble, qui est sur l'écosystème Sui, ou alors qui est développé par les créateurs de Sui, par Mysten Labs. Il me semble qu'il y a un rapport, qu'il y a un rapprochement entre l'écosystème Sui et Walrus. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est Walrus? Eh bien, c'est un protocole de stockage décentralisé. Donc c'est clairement un concurrent à Filecoin et compagnie. Bref, énorme levée de fonds sur ce projet. Je m'attendais pas à voir une levée de fonds aussi élevée pour ce projet-là. Et on termine par Kraken qui a acquis Ninja Trader, une plateforme d'analyse et de trading futur pour la modique somme d'1,5 milliard de dollars. C'est complètement fou les levées de fonds qu'on a eu ces derniers jours. On a aussi Binance qui avait levé 2 millions de dollars. Pour l'instant, c'est pas à jour du côté de DeFi Lama. Les dernières levées datent du 13-14 mars. Là, c'est les news du 21 mars, donc il y a une semaine à peu près de retard sur DeFi Lama. Et déjà sur le mois de mars 2025, il y a eu quasiment 3 milliards de levées. C'est déjà un des mois avec le plus d'argent qui a été levé. Si on rajoute tout ce que j'ai passé dans cette vidéo, ça rajoute plus de 2 milliards. Et ben, a priori, ce serait le deuxième mois où il y a eu le plus d'argent levé après novembre 2021. Parce qu'en novembre 2021, il y a eu FTX et compagnie. En tout cas, je sais pas ce qui s'est passé chez les investisseurs ce mois-ci, mais il y a eu une explosion du côté des levées de fonds.
hâte de voir si ça va continuer les prochains mois, mais là on est loin des niveaux de 2023, même 2024, ça a explosé. On enchaîne avec la Minute DeFi, quelques actualités qui ne méritent pas qu'on s'attarde dessus, mais qui sont quand même intéressantes. On commence par Pump.Fun qui lance, ça y est, ils ont lancé leur DEX PumpSwap. C'est pas trop pour moi cette plateforme Pump.Fun. Par contre, j'ai vu que il y a plein de tokens qui ont été ramenés sur l'écosystème Solana et qui sont a priori sur ce DEX. Il y a le token d'Aptos, il y a le token de Sei, il y a le token de Frax. Donc j'ai l'impression que Pump.Fun a la prétention de vouloir devenir le DEX principal de Solana en ramenant tous ces tokens chez eux, et évidemment ils le font grâce au standard de Layer 0. Donc maintenant il y a plein de tokens qui sont bridgeables avec Layer 0 sur l'écosystème Solana. On a Stargate qui intègre maintenant le CCTP de Circle, donc globalement c'est le bridge de l'USDC, c'est plutôt cool. Et du coup, comme ils ont rajouté le CCTP, ils ont aussi rajouté la compatibilité avec la blockchain Aptos. Voilà, on peut bridger des USDC depuis Arbitrum, depuis Optimism, depuis Base, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme blockchain, depuis Polygon, depuis Solana et d'autres encore, je vais pas toutes vous les citer, vers Aptos. Et d'ailleurs l'USDC natif via CCTP devrait arriver bientôt sur Sonic. Je pense que c'est une histoire de jours voire de semaines. Par contre c'est un peu chiant parce qu'il y a déjà l'USDC bridgé sur Sonic, ça fait que quelques semaines que Sonic est lancé et il va déjà falloir faire la migration vers la version native de l'USDC. Bon, c'est un peu chiant quand on est un utilisateur de la DeFi, mais c'est comme ça. On enchaîne avec le point airdrop qui va être plutôt court, il n'y a pas énormément de choses à dire. On commence par Layer 3 qui a annoncé que la saison 3 va se terminer à la fin du mois de mars, donc on est déjà sur la fin du mois de mars, donc elle va se terminer très bientôt. Si jamais vous avez farmé un petit peu du côté de Layer 3, vous allez peut-être avoir une bonne surprise. J'ai pas trop d'attente sur cette saison 3, je pense pas que ce soit un énorme airdrop, et de toute façon je l'ai pas vraiment farmé de mon côté. Ensuite on a Hyperlane qui a lancé a priori une page pour réclamer l'airdrop. Alors pour l'instant c'est une page protégée par mot de passe, on peut pas y accéder. Mais ça montre bien qu'ils font des petites carabistouilles dans l'ombre, donc ça pourrait arriver très bientôt, cet airdrop d'Hyperlane, c'est assez attendu en plus, et je l'avais passé dans le dernier DeFi Actu, ou l'avant-dernier, je sais plus, et je crois que c'était déjà Simony qui avait partagé ça, mais le CEO d'Hyperlane avait annoncé que l'airdrop serait pour mars ou avril. Bon, là, ce site, ça veut pas dire que ça va arriver demain non plus, mais c'est évident que ça arrive très bientôt et qu'ils sont déjà en train de préparer tout ça, c'est plutôt cool. Une autre news que je trouve plutôt cool, et peut-être que je me hype un peu trop autour de ça, mais la console de Suiplay, je sens qu'elle va arriver bientôt aussi. Alors peut-être pas pour le mois d'avril, hein, ça m'étonnerait, mais je sens qu'elle va arriver pour cette année. On a de plus en plus de news autour de cette console, on voit des prototypes dans la main du CEO de Miston Labs. Miston Labs, du coup la boîte derrière suit. Là, récemment, on a eu une image du packaging de la console, ça montre quand même que ça avance bien sur cette console. Pour terminer ce point airdrop, petit rappel, hein, n'hésitez pas à regarder dans la description, il y a le lien pour le track, le tableur qui regroupe les airdrops de manière collaborative. Il y a quelques airdrops qui ont été ajoutés ces derniers jours, notamment Bedrock, je crois que j'en avais parlé dans le dernier DeFi Actu, Lisk, Shardeum, Pose un meme coin sur Solana. Si vous détenez des meme coins, si vous détenez certaines cryptos sur Solana, peut-être que vous êtes éligible à celui-là. Pareil, si vous avez précommandé, pour ceux aussi qui auraient commandé le téléphone de chez Solana, vous êtes éligible de ce côté-là, donc allez voir, ça coûte rien. Si vous descendez, évidemment, il y a encore d'autres airdrops, doit y en avoir une trentaine qui sont listés. J'essaye de faire le tri de temps en temps quand il y en a qui sont plus réclamables, ça m'arrive des fois d'en louper, donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires ou directement sur le tableur, vous pouvez faire un clic droit et insérer un commentaire directement sur le tableur, et n'hésitez pas à dire s'il y a un problème ou s'il manque quelque chose. Voilà, on termine du coup cette vidéo avec le mème du jour, et c'est un mème encore de geek, hein, évidemment. Il y a le nouveau CEO d'Aptos qui a fait un post pour voilà, montrer un petit peu la suprématie, montrer que Aptos est super rapide. Donc on peut voir le temps de block time, le temps par bloc sur la blockchain Aptos, et il y a une comparaison avec d'autres écosystèmes. Donc Aptos est number one, 0,15 secondes de block time, 0,25 secondes sur Arbitrum en numéro 2, 0,4 secondes pour Solana en numéro 3, et du coup où est le mème du jour là-dedans? Eh bien c'est quand on regarde un petit peu plus bas sur le screenshot, parce que ça va jusqu'au top 10, et on retrouve des comparaisons du coup avec ICP,
avec la blockchain Telos, avec la blockchain Flow, avec la blockchain Kaya, et encore mieux, avec OPBNB. Pour moi, en fait, c'est presque une balle contre son camp. Ok, c'est super de mettre en avant qu'on a une blockchain rapide, mais quand on se compare à ICP, à Telos, à Flow, à OPBNB, je sais pas si ça fait forcément gagner un max de points de se comparer à ce genre d'écosystème. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.